C'est finalement devant la justice que les partis politiques maliens vont attaquer la loi abrogeant la charte qui les régit. Lundi dernier, Mamani Nassiré, ministre en charge des réformes politiques, a annoncé sur la télévision publique malienne la dissolution des organisations politiques. Les acteurs politiques maliens annoncent aussi une résistance. Quelle forme cela va prendre? Pas de détails pour l'instant, d'autant que même un simple appel téléphonique entre acteurs politiques peut être considéré comme une activité. C'est ce que dit un politique qui requiert l'anonymat. Les politiques maliens ne cessent de rappeler que la dissolution des formations politiques viole l'article 39 de la Constitution malienne, adoptée en 2023. Nous consacrons ce numéro de l'Heure des citoyens à la dissolution des partis politiques maliens. La première partie est consacrée à la réaction des différents acteurs. La deuxième nous donnera une idée de ce que pensent les acteurs politiques de la société civile ouest-africaine, des moments sombres que vivent les politiques au Sahel central. Je suis avec Fousseni Ouattara, vice-président de la commission défense du CNT, le CNT qui fait office de parlement de transition au Mali. Bonjour Fousseni Ouattara. Bonjour monsieur. Ismaël Sako est également avec nous, opposant malien. Bonjour à vous. Bonjour, je voudrais profiter de ce micro pour saluer tous ceux qui nous écoutent, pour rappeler aussi que je suis président du Parti social-démocrate africain, exilé politique actuellement à Paris. Je suis avec Tiambel Gimbayara, directeur de publication de La Voix du Mali. Bonjour Tiambel. Bonjour Moumeni. Fousseni Ouattara, je commence par vous. Vous êtes au CNT. Comment peut-on interpréter cette rapidité avec laquelle vous avez adopté le texte? Je tiens à préciser que ici, je ne représente ni le CNT ni le gouvernement malien. Je me représente et je parle à mon nom. J'étais jusqu'à la prise du décret du président du collectif pour la refondation du Mali Korema, un mouvement politique et citoyen qui a été aussi dissous. Donc ici, je ne peux pas parler au nom des pouvoirs en place. Le CNT, effectivement, a voté pour l'abrogation de la charte qui régissait la vie des partis politiques. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ça. Vous, en tant qu'acteur politique, vous n'avez pas trouvé qu'il y a un problème en votant pour l'adoption du texte? Parce que je suppose que vous avez voté pour. Je n'ai pas trouvé de problème. Parce qu'il faut savoir que depuis un certain moment, c'est la population malienne qui s'exprimait. Et depuis fort longtemps, les partis politiques étaient coupés de leur base. Et la population malienne ne se reconnaissait plus dans les partis politiques. Et bon, si on voit un peu et qu'on revient un peu en arrière, je pense que les partis politiques ont eu assez de temps pour faire leurs preuves. Je pense que c'est l'œuvre de l'homme qui peut parler à son nom. S'ils avaient mené une certaine politique qui avait amené le pays à son émergence, je suis sûr que c'était la population même qui serait sortie aujourd'hui pour les défendre. Mais comme vous avez pu le constater, c'est la population qui a demandé à ce que ces partis politiques-là soient dissous. Fousseni Ouattara, vous parlez certainement des conclusions des consultations nationales qui ont été organisées. Les acteurs politiques estiment que ces consultations n'étaient pas inclusives. Non, je ne parle pas seulement de consultations. Comme je vous l'ai dit, j'étais le président du collectif pour la refondation du Mali. J'ai eu à parcourir le pays. Partout où nous nous sommes présentés, la population venait nous écouter si on était seulement comme représentant d'un collectif apolitique. La population ne voulait pas du tout entendre parler de politique. Et comme vous le savez, la transition maintenant avec les militaires au pouvoir, les gens ont commencé à réfléchir et à se poser des questions. Pourquoi le Mali s'est trouvé dans des difficultés que nous avons vécu et que nous vivons aujourd'hui et que nous sommes en train de nous en sortir petit à petit. Et les gens font leur propre analyse et ils font la différence entre ce qui était avant et ce qui est maintenant. Et comme vous le savez, Dieu avait donné la chance aux partis politiques pour diriger le pays. Mais ceci, c'était seulement concentré à maintenir le pouvoir entre leurs mains. Donc tout leur effort était dirigé non pas pour faire sortir le pays de la misère,
pour amener des programmes de développement, non. Donc, en tant qu'acteur politique aussi, Fousséni Ouattara, vous estimez que vous avez échoué? Oui, ils ont échoué parce que je n'ai pas pris part à tous ces mouvements parce que je n'étais pas au Mali. Voilà. Moi, je suis venu récemment, donc je ne peux pas partager le bilan des acteurs politiques d'État. Ismaël Sako, les Maliens qui ont demandé la dissolution des partis politiques, est-ce que vous êtes d'avis? D'abord, ce n'est pas les Maliens qui ont demandé la dissolution des partis politiques, c'est la junte qui a travaillé dès son arrivée à discréditer les hommes politiques en oubliant que cette junte a été formée sous l'ère démocratique, ont eu leur galon de colonel sous l'ère démocratique. On se souvient que les hôpitaux qui ont été créés et construits, c'est sous l'ère démocratique. Les écoles se sont proliférées, la liberté d'expression, les journalistes, les radios privées et publiques, tout ça c'est l'ère démocratique. Les routes, la connexion interne, on va dire le désenclavement, c'est le travail des démocrates. Le Mali a pesé, devenu pays émergent, le Mali est devenu bon élève de la démocratie, exemplaire dans la région et toute l'Afrique dans les années 92-93 jusqu'aux années 2000 ou jusqu'en 2010, le Mali était exemplaire. Monsieur Ouattara a été formé et a aussi bénéficié des acquis de la démocratie. Aujourd'hui, la junte ne pouvait pas rester au pouvoir si elle n'avait pas un plan de discrédit et de discréditer les acteurs politiques. Ismaël Sako, les autorités disent que... débat. Oui, un instant. Organisons les débats. Vous m'avez invité. Je crois que vous m'avez invité. On veut parler d'un débat entre intellectuels sans nous donner dans des injures. Ce monsieur ne me connaît pas. Voilà, je vais parler à un monsieur Ouattara. Non, je ne vais pas parler. Est-ce que vous pouvez m'écouter, monsieur, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît? Cette discussion, c'est pour donner beaucoup plus de clarté à l'opinion par rapport à ce qui s'est passé, la dissolution des partis politiques. Dans un pays comme le Mali, qui a un passé démocratique que certains pays envient, les gens se posent des questions. Pourquoi on en est arrivé là? Donc, monsieur Sako, s'il vous plaît, je vous prie de terminer votre argumentaire. Monsieur Ouattara se sent un peu visé, s'il vous plaît. Allez droit au but, s'il vous plaît, monsieur Sako. Donc, je vais rappeler pour dire qu'il y a eu des concertations en septembre 2020 au CICB à Bamako. Il y a eu avant ça le dialogue national inclusif de 2019. Le peuple malien a toujours dit haut et fort qu'il faut assainir, il faut réformer l'arène et la scène politique. Il faut réformer les partis politiques. Il faut travailler à la réduction de leur nombre et il faut faire en sorte qu'il y ait une certaine probité dans la conduite des affaires publiques et politiques au Mali. Et nous l'avons dit, nous l'avons soutenu. Moi-même, en tant que président du PSDA, je l'ai soutenu, je l'ai souvent dit, dans les différentes campagnes, y compris lors des élections législatives de 2020. C'était un des éléments de campagne que j'ai soutenu. Donc, ce n'est pas un nouveau débat. Les assises dites de la refondation de 2021 ont aussi recommandé la même chose. Et ils avaient dit de réduire la taille des partis politiques, de travailler avec la classe politique. Mais en place lieu de respecter ces recommandations qui se disaient à l'époque, en 2021, exécutoires et ce qui s'imposait au chef des putschistes maliens parce que le peuple l'avait voulu. Monsieur Sako, il y a des conditionnalités qui ont été fixées par les autorités maliennes désormais pour créer un parti politique. Non, c'est pas ça l'assainissement, parce qu'on avait dit de réduire le nombre des partis politiques, de travailler avec la classe politique. En place lieu, 2021, c'était une des recommandations des assises nationales de la refondation. Nous nous sommes aperçus que de 2021 à 2025, il y a eu presque une centaine de partis politiques créés par la junte. Donc, en violation des recommandations des assises dites de la refondation. Et malheureusement, les partis créés, dont le Coréman qu'il est en train de citer, qui sont des plateformes politiques alimentaires qui ont été créées, qui ont été inaudibles, qui n'ont pas été capables de convaincre le peuple malien. Si nous ne sommes pas dans un débat intellectuel, moi, je vous laisse continuer, ok? Il faut appeler un chat par un chat. Monsieur Sako, s'il vous plaît. Moi, je vous laisse, vous m'excusez, je ne vais pas parler avec quelqu'un de mal éduqué. Excusez-moi, je quitte le débat. Je suis désolé, Ouattara. Monsieur Ouattara est parti. Nous allons quand même poursuivre la discussion. Monsieur Sako, finissez et je donne la parole à Tiambel Bayara.
Et puisqu'il ne veut pas aller aux élections, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque la classe politique a compris ce jeu et a décidé de sortir, il a donc décidé de faire en sorte de mettre fin à la charte des partis politiques et aller, in fine, à la dissolution des partis politiques, qui est pour moi un autre coup d'État constitutionnel, un coup d'État contre la démocratie, une violation flagrante de sa propre constitution qu'il a lui-même fait voter au forceps en son article 185. Thiambel Gimbayara, le Mali a une histoire en matière de multipartisme. On se rappelle qu'à la chute de Moussa Traoré, beaucoup de Maliens sont quand même morts pour que la démocratie puisse être une réalité. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, c'est un recul démocratique, cette dissolution des partis politiques? On est dans une situation qui suppose un bilan d'une gestion démocratique et non le bilan de la démocratie, parce qu'on ne peut pas faire de bilan de la démocratie. Mais cependant, vous aviez rappelé fort heureusement que c'est une lutte populaire, une révolution, celle du 26 mars 1991, à laquelle la plupart des éléments ou des animateurs de ce mouvement politique, des différents mouvements politiques, ont participé, jeunes ou à un certain âge avancé en tout cas, y ont participé. C'était une étape d'évolution, celle des années des conférences nationales, de la chute du mur de Berlin. Le monde se redessinait. On se dirigeait vers une nouvelle configuration à laquelle l'Afrique devait jouer un rôle. C'était aux animateurs politiques de faire ce bilan-là. C'était à ceux-là qui ont géré et ceux-là qui ont été sujets de cette gestion-là d'avoir des questions pour répondre à cette interrogation. Où va le Mali? Comment reprendre le bateau Mali pour que ce qui est inscrit en lettres dans son article 131 de la Constitution, que le coup d'État, qu'il n'y ait plus jamais de coup d'État, que le coup d'État est un crime imprescriptible, pour qu'il soit une réalité, parce qu'il n'a pas été depuis 1992 jusqu'au dernier, sous Ibrahim Boubacar Keïta. Alors c'est une réalité. Qu'est-ce qui décause en effet de fil en aiguille? On est revenu sans cesse à cette situation de blocage ou de blocus ou de rupture constitutionnelle de tous les régimes. Rupture avec continuité ou non continuité, suspension ou pas suspension des institutions, des constitutions. Structurellement et juridiquement, oui, on ne peut pas donner de cadre d'organisation tant que les deux textes cohabitent. Et ça ouvre, c'est vrai que c'est une période exceptionnelle, mais ça ouvre quand même trois chemins dans une exception, dans l'exception, dans la règle de la continuité. Donc, c'est une confusion. Monsieur Ouattara est revenu entre-temps. Monsieur Ouattara, aujourd'hui, le ministre chargé des réformes politiques a affirmé que les réformes allaient se poursuivre. Vous, aujourd'hui, en tant qu'acteur politique malien, vous estimez aussi que vous avez été lésé par cette dissolution des partis politiques. Mais quelle forme prendra désormais votre lutte? Est-ce que vous cessez de faire la politique? Mon organisation, c'était un collectif qui avait pour idéal la refondation du Mali. Donc, le parti politique, l'avènement de la démocratie ne m'a pas trouvé au Mali. Je suis revenu récemment. Et ce que j'ai vu, la façon dont les partis politiques ont amené mon pays dans l'abîme, c'est ça qui m'a poussé à fonder un collectif pour pouvoir quand même proposer des programmes de refondation du Mali. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai voulu. Je ne me considère même pas comme un acteur politique. Moi, je suis un technocrate et c'est tout. Je suis docteur en finance. Et voilà, j'essaie de faire tout quand même, tout mon savoir pour pouvoir proposer des programmes de refondation pour le Mali. Voilà, vous êtes quand même dans le marigot politique. Est-ce qu'aujourd'hui, le chemin tracé par les autorités de la transition pour assainir le milieu des partis politiques, est-ce que ce chemin vous semble juste? Parce que les partis demandent depuis à rencontrer les autorités pour discuter de la méthode, mais ça n'a pas été fait. Je suis en train de suivre. Ce que je peux vous dire, pour quand même diriger un pays,
pour faire émerger un pays, il n'est pas obligatoire d'être membre d'un parti politique. Nous avons beaucoup de pays qui ont pu voir leur développement, leur essor, et que ce ne soit pas l'œuvre des partis politiques. Mais Monsieur Ouattara, l'article 39 de la Constitution malienne autorise la création des partis politiques et leurs activités. Bien sûr, ça autorise la création, ça autorise, et même dans la Constitution, ça dit que ce sont les partis politiques qui doivent concourir à la conquête du pouvoir. Tout ça a été écrit. Mais il faut savoir que la Constitution a été écrite par qui? Ça a été écrit par les hommes politiques aussi, ne l'oublions pas. Et notre Constitution, généralement, même avant, avait été calquée sur la Constitution française. Il faut savoir que nos deux pays diffèrent totalement. Nous avons des traditions et des coutumes qui diffèrent. La mentalité des gens. Si vous venez au Mali, prenez 100 personnes, 99 ne pourront pas vous dire ce qui est écrit dans la Constitution. Les 1% qui peuvent vous dire quelque chose, et même, ils ne sont même pas d'accord sur l'interprétation des articles de la Constitution. Donc, vous pensez que les Maliens n'ont pas besoin de partis politiques aujourd'hui, M. Ouattara? Non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas besoin de partis politiques. Ils ont besoin d'une culture politique qui ne soit pas calquée sur celle de l'Occident. C'est ça que je veux dire. On peut s'organiser autrement, mais il ne faut pas que ça soit que seulement on va donner le pouvoir à des gens qui se réclament des partis politiques et que ces gens vont s'en donner à quoi? À la conservation du pouvoir entre leurs mains. Ils ont même oublié de s'intéresser à produire des programmes de développement pour les pays. Si vous venez au Mali, que vous voyez, par exemple, avant, vous allez dans les institutions, les sociétés d'État, tout. On n'avait pas besoin de compétences en tant que telles. La seule compétence demandée était la fidélité à un parti politique pour pouvoir occuper un poste de responsabilité. C'est ça qui a amené le pays à l'abîme. C'est de ça on parle. Ismaël Sako, désormais, les partis politiques sont en clandestinité. Dans l'ombre, on apprend que vous allez saisir la justice et faire de la résistance. Dites-nous en plus. D'abord, je vais rappeler que les partis politiques ont posé des actes nobles et grandioses dans notre pays et que le népotisme a effectivement plombé certaines actions positives des acteurs politiques. C'est une réalité, y compris la corruption sous l'ère démocratique. Quand on fait le diagnostic et le bilan, il faut accepter de toucher le mal. Il ne faut pas faire économie de cela. Et c'est ce qui a conduit effectivement le pays dans une situation de marasme économique et voire même où il y a eu une distance avec la population qui finalement ne se reconnaissait pas à certains acteurs, ne se reconnaissait pas dans certains acteurs et non pas dans la démocratie, non pas dans tous les acteurs. Ça, c'est important. Maintenant, quand la junte prend le pouvoir à Bamako, au Mali, est-ce qu'elle a fait mieux sur le plan sécuritaire, où on a des villes et des villages qui sont saccagés, qui presque disparus? Non. Est-ce que Assimi Goïta sera même à l'intérieur du Mali? Combien de fois par an? Est-ce qu'il arrive même à Bamako? Combien de fois par semaine? Non. Monsieur Sako. Donc, est-ce que le népotisme, je vais terminer, oui. Est-ce que le népotisme ne s'est pas gangréné et métastasé au Mali? Où on a aujourd'hui... Monsieur Sako, il y a eu la reprise de Kidal aux mains des groupes armés. Je suis désolé que vous parlez de reprise de Kidal. Est-ce que vous avez repris Kidal? Est-ce que Kidal était occupé par des non-maliens? Est-ce que Kidal était une ville malienne qui était occupée par des Burkinabés ou était occupée par des Béninois ou des Japonais ou des Canadiens? Kidal a toujours été sous habitation malienne avec des Maliens et il y avait l'armée malienne, un bataillon qui était à Kidal. Donc, ne rentrons pas dans la fanfaronnade putschiste. Monsieur Sako, est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Est-ce que vous pouvez répondre à ma question, Monsieur Sako? Monsieur Sako, est-ce que vous invitez, ce n'est pas pour faire le... Monsieur Sako, s'il vous plaît, Monsieur Ouattara, attendez, Monsieur Sako, s'il vous plaît, je vous ai posé une question précise, Monsieur Sako. Quelle est votre stratégie en tant que parti politique maintenant? Écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est un peu lâche. Moi, je quitte le débat. Écoutez-moi, Monsieur Sako. Écoutez-moi, Monsieur Sako. Bon, Monsieur Ouattara est parti de nouveau. Monsieur Sako, répondez précisément à ma question, s'il vous plaît. Est-ce qu'Assimi Goïta était un putschiste? C'est un putschiste, pourquoi ça le fait mal? Pourquoi ça fait mal aux gens? Quand tu arrives à mettre fin à un régime démocratique par les armes,
et que tu refuses aux gens de manifester, tu refuses aux gens de la liberté d'expression et tu refuses que les gens même prennent le téléphone pour parler même des questions politiques. Je vais répondre à la question. Il est question aujourd'hui pour les acteurs politiques avec lesquels je suis en phase où nous échangeons que nous puissions introduire effectivement que nous puissions introduire un dossier auprès de la justice malienne pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec la décision qui a été prise par les autorités de la transition malienne. Et ça, c'est d'abord un premier fait. Le second fait, nous sommes aussi en pleine résistance parce que lorsque tu refuses aux gens la possibilité de s'organiser, tel que l'article 186 de la propre Constitution dit que la population a droit à la désobéissance civile et qu'on note à la population cette possibilité d'aller vers la désobéissance civile, nous sommes obligés d'aller à la résistance et de rentrer dans la clandestinité. Et quand on rentre dans la clandestinité, on ne sait pas qui fait quoi. Donc notre plan, notre stratégie pour revenir sur la scène publique et politique nationale, notre stratégie pour inverser le narratif, inverser le rapport de force, nous n'allons pas l'exposer dans un débat sur une radio, mais nous travaillons à cela. Et troisième élément, nous sommes aussi dans le plaidoyer auprès des organisations des droits de l'homme qui se saisissent du dossier malien par rapport à toutes les violations des droits, et y compris violation des droits de l'homme, des enlèvements, des arrestations. Mais nous travaillons aussi sur le plan de plaidoyer diplomatique à l'étranger, à l'international. Et mieux, à Paris, 17 mai 2025, nous allons être devant l'ambassade du Mali à Paris pour faire un sit-in. C'est une résistance et remettre une motion aux autorités diplomatiques pour dire que nous ne sommes pas d'accord qu'Assimi Goïta s'octroie 5 ans supplémentaires sans passer par le vote, sans passer que les Maliens ne l'ont pas choisi. Mais c'est aussi dire au monde entier, à Paris, parce que Paris, c'est la vitrine du Mali à l'international. Paris, c'est aussi une diaspora importante. Même s'il n'y a que 10 personnes qui se présentent, c'est assez symbolique. Mais pour dire que nous demandons le départ et la démission d'Assimi Goïta du pouvoir parce que le 26 mars 2024, le mandat de Assimi Goïta a pris fin. Il n'a pas qualité de diriger le Mali, il est dans un vide juridique, il est président de la transition par les armes. Donc c'est tous ces éléments mis bout à bout et les débats que nous organisons, auxquels nous sommes invités, et les médias qui nous appellent pour donner notre avis, et la diaspora que nous rencontrons, avec lesquels nous échangeons, et nos relais locaux, parce que nous ne sommes pas déracinés, nous sommes en face avec eux, qui rencontrent les Maliens à l'intérieur du Mali, que nous échangeons avec eux pour nous préparer à l'assaut. Donc nous allons être dans la reconquête de nos droits. Thiambel Guimbayara, de votre position d'analyste politique, quand vous regardez de près les réformes qui sont proposées au Mali, est-ce que ça permettra au pays de sortir de l'auberge? Les réformes sont à l'aune de la dimension des autorités qui dirigent, mais surtout du pool populaire qui est ressenti. Et c'est ce qui a conduit en 1991 à la révolution de mars 1991 pour que le Mali enclenche cette phase de démocratisation. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a un vent de reprise d'africanité ou de revendication d'une part panafricaine qui souffle sur ces pays avec l'AES. Est-ce que c'est la meilleure des approches? Mais en écoutant quand même M. Sako et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les autorités actuelles, on sent que les deux parties sont à des phases extrêmes de discussion, à telle sorte qu'ils n'arrivent pas à se parler. Qu'un membre du CNT boude et quitte les débats, n'entendent même pas un autre Malien, ça c'est assez inédit. Ça explique le malaise dans lequel se retrouve l'état politique, les déphasages entre les acteurs qui doivent pourtant se mettre autour d'une table pour trouver une solution. Parce qu'à une crise militaire, il faut des solutions militaires. À une crise économique, il faut des solutions économiques. Mais à une crise politique, il faut des solutions politiques. On ne peut pas résoudre un problème politique sans se parler. On ne peut pas se poser en alternative pour diriger un pays sans se faire des concessions. Et les concessions, c'est d'abord dans le discours, c'est d'abord dans le comportement, c'est ensuite dans la responsabilité de diriger ce pays. Parce que ces populations ne peuvent pas être prises en otage par une minorité d'hommes, qu'ils soient militaires, civils, mais en tout cas, ils sont cette partie de la société malienne qui doivent pouvoir se parler à un moment donné. On peut ne pas être d'accord. Vous le dites aujourd'hui, le dialogue est rompu et puis la crise, elle est profonde. C'est le constat amer que nous faisons. Que faire? Je le disais au début de mes propos, qu'on ne fait pas le procès de la démocratie, mais on fait le procès de la gestion de l'ère démocratique au Mali.
Et cela, civils et militaires, chacun a sa part de responsabilité à prendre dedans. Et encore que si aujourd'hui les autorités veulent reposer les jalons, les bases d'une reconstruction, ça doit se faire avec ceux qui ne sont pas d'accord aussi. Il faut les écouter et les entendre. Il faut les écouter et les entendre. Je reste encore un peu confiant quant au génie malien, confiant quant à notre société de dialogue, à notre savoir, à l'arbre, à palabre, parce que nos responsabilités, nos ancêtres et nos anciens, qu'ils soient de l'Empire du Ouagadougou, du Ghana, du Mali, du Songhou, et j'en passe, ont tissé des liens de codes de tradition qui peuvent permettre, en tout cas, aux Maliens de se retrouver quand il s'agit du Mali, aux Maliens de se retrouver quand il s'agit de l'Afrique, aux Maliens de se retrouver pour sauver l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est l'avenir de ces 20 millions de Maliens. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est l'avenir de celui qui va naître demain, qui n'a rien fait pour être au Mali en ce moment précis. C'est aussi le devenir de ces populations qui sont là, ballottées, qui ne comprennent pas du tout ce dont ils sont victimes aujourd'hui. Et j'ose espérer que les autorités actuelles et la classe politique dans son ensemble puissent dépasser ce niveau-là et pouvoir se retrouver et se parler en toute franchise. Se parler en toute franchise, ce n'est pas escamoter les mots, ni faire des passe-toi. Ouais. Se parler en toute franchise, ce n'est pas aussi injurier l'avenir. Se parler en toute franchise, c'est dire que des Maliens sont là et sont en train d'observer. Des Maliens sont là, sont en train d'écouter. Des Maliennes sont là, sont en train de dire que le Mali ne mérite pas un tel spectacle. Ismaël Sako, vous avez écouté Thiambel sur la nécessité que la classe politique puisse s'entendre pour faire avancer le Mali. Quelle est votre réaction là-dessus et après on termine? D'abord, je souhaite que la justice dise le droit lorsqu'elle sera saisie sur le dossier de la dissolution des partis politiques pour qu'on puisse résorber la crise en cours, même si on a le sentiment que nous avons une justice qui est au service du prince du jour, et ce qui n'est pas normal parce que la justice est quand même le verrou important de la démocratie et le garant de la stabilité sociopolitique de notre pays. Parler de dialogue et de paix pour reconstruire le pays est ce que nous avons toujours souhaité. C'est pourquoi il y a eu le dialogue national inclusif en 2019 et que même si nous n'avons pas participé aux assises de la refondation, il y a eu un certain nombre de recommandations issues de ces deux forats dans lesquels certains Maliens se retrouvent. Est-ce que pour aller vers la paix et la reconstruction de notre pays avec les fils unis et ses filles, est-ce que ça a été amorcé par la junte malienne? Non. Il y a eu récemment le dialogue intermalien où il était question de se parler. Mais d'emblée et d'office, les putschistes maliens ont décidé de mettre à l'écart les groupes armés, un certain nombre d'acteurs politiques qui n'étaient pas d'accord avec eux. Pendant qu'on dit qu'on veut aller vers un dialogue intermalien, on continue à procéder à des enlèvements des opposants maliens, des acteurs politiques et des leaders d'opinion. On continue à faire des arrestations arbitraires. Des gens sont séquestrés. Comment veux-tu discuter avec quelqu'un qui est sourd et qui est muet, qui n'entend pas, qui pense que c'est le bâton et que c'est le bâton qui règle toutes les solutions? Et Thiambel, je le salue, il dit bien qu'au problème politique, il faut une solution politique. Mais la solution politique, c'est dans le respect des règles, c'est dans le respect de la Constitution, même si c'est une Constitution tripatouillée. Il a bien dit, il y a une cohabitation d'une charte de la transition qui ne respecte pas la volonté populaire. Il y a une cohabitation de la Constitution de 1992 qui est encore en vigueur aujourd'hui et la Constitution de 2023. Nous avons deux constitutions et nous avons une charte. Donc, je suis partant pour une paix, je suis partant pour une stabilité. Mais il est important que nous parlions les yeux dans les yeux, droit les yeux dans les yeux, qu'on se dise la vérité. Et dans cette vérité-là, nous sommes prêts à corser, nous sommes prêts non pas à tendre seulement la main, mais nous sommes prêts à aller au charbon contre la junte. Nous sommes à inverser le rapport de force et nous allons gagner le combat politique, nous allons gagner le combat de la vérité et de la reconstruction de notre pays parce que les Maliens, vous avez remarqué que le 4 mai 2025, ils sont sortis majoritairement, volontairement, sans donner de l'argent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que la junte est en train de faire. Merci Ismaël Sako d'avoir répondu présent à notre invitation. Il faut signaler que vous êtes le président du Parti Socialiste Démocratique Africain, PSDA. Il y avait dans ce débat Thiambel Guimba
Bayara, directeur de publication de La Voix du Mali. Merci d'avoir été avec nous. Il y avait Fousseni Ouattara, vice-président de la commission de défense du CNT, le Parlement de la transition au Mali, qui a quitté le débat et qui s'est excusé auprès des auditeurs. Merci à vous, chers invités. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Au revoir. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre émission, l'heure des citoyens, exclusivement consacrée au Mali. Le Mali où les partis politiques ont été dissous, la loi abrogeant la charte des partis politiques a été en effet promulguée par le président de la transition, Assimi Goïta, après avoir été adoptée par le Parlement de la transition. Nous nous intéressons dans cette deuxième partie à la survie de la démocratie dans le Sahel central, puisque avant le Mali, les partis politiques n'existent plus au Niger, au Burkina Faso également. Avec ce qui s'est passé au Mali, c'est tout le Sahel central qui se retrouve être dépourvu de partis politiques aujourd'hui, alors que c'est des pouvoirs militaires qui sont en place. De part et d'autre, vous avez des propositions provenant des assises nationales qui octroient 5 ans supplémentaires aux dirigeants en place, que ce soit au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Est-ce que la démocratie est en danger au Sahel central et quelle forme de soutien peut provenir des acteurs des autres pays ouest-africains? Nous posons le débat. En ligne avec moi, Ibrahima Kane, vous êtes expert des questions politiques et de gouvernance sur le continent africain. Bonjour à vous. Bonjour, Moumouni. Bonjour à vous, Paul Amegampo. Vous nous parlez du Togo. Vous êtes à la tête de l'Institut Tamberma, spécialisé sur les questions de gouvernance et de démocratie. Bonjour, monsieur Moumouni. Bonjour aux auditeurs et auditrices de votre média. Armando Lona m'a rejoint également et il nous parle de Bissau. Journaliste et analyste politique. Armando, bonjour. Bonjour. Armando, en tant que journaliste, vous observez bien ce qui se passe du côté du Mali et certainement que vous en avez parlé dans certains de vos commentaires. Est-ce que vous êtes surpris que finalement les partis politiques soient dissous? Je dois reconnaître, oui, que nous avons été un peu surpris par les événements. Pas tout à fait surpris parce qu'on a dès le début vu aussi la direction que les autorités de transition voulaient donner au pays. Bon, on ne va pas revenir ici beaucoup sur le parcours de cette transition, mais je voudrais juste insister sur 2 ou 3 choses. Pour un Africain comme moi, journaliste, africaine de l'Afrique de l'Ouest, les événements au Mali nous préoccupent beaucoup par plusieurs égards. Mali, c'est un grand pays de l'Afrique, un grand pays avec l'histoire qu'inspire beaucoup d'Africains. Donc, tous les événements au Mali nous préoccupent. Mais en ce qui concerne les derniers développements, j'ai dit que nous sommes un peu préoccupés parce que tout d'abord, les autorités de la transition parlent de la nécessité de refondation de l'État. Voilà, c'est un bon sujet. Je pense que ce n'est pas ça le problème. Je pense que tous les acteurs au Mali comprennent l'enjeu, comprennent la nécessité que le pays a aujourd'hui de se cheminer vers des réformes profondes pour redresser ces pays-là. Maintenant, la question, c'est sur quelle idéologie cette refondation va se fonder d'abord, et est-ce que les partis politiques seraient aussi les responsables à être sacrifiés pour que le pays revienne stable. Maintenant, pour mettre en cause la liberté, il nous semble que peut-être qu'il y a un problème avec cette révolution. Paul Amegampo, beaucoup d'observateurs estiment que
Le pays a pris un virage dangereux avec cette dissolution des partis politiques. Pourtant, les autorités expliquent que c'est une recommandation des consultations nationales. Oui, effectivement, vous avez raison, c'est un virage tendancieux et dangereux pour la stabilité du Mali, contrairement aux éléments évoqués, avancés par les autorités de la transition. Il nous en souvient que déjà en 2023, en juin, il y a eu un référendum par lequel le peuple malien avait adopté à plus de 97% une nouvelle constitution qui consacre la démocratie comme le système de gouvernement du pays et également consacre les libertés politiques et associatives. Et donc les partis politiques, leur existence découle d'abord de la Constitution avant d'être consacrée par la charte des partis politiques. Les partis politiques sont pour la démocratie ce qu'est le carburant pour un moteur. Et donc, dissoudre les partis politiques, c'est priver la démocratie de l'énergie suffisante pour la rendre dynamique, progressiste et également au service du gouvernement et du développement du Mali. Et donc le choix fait par la junte sur la base d'une consultation qui n'a réuni que quelques centaines de Maliens sur une base encore floue n'est pas représentative du choix du peuple malien. Nous sentons donc des dérives autoritaires et antidémocratiques qui coïncident avec la dynamique au sein de l'AES. Nous avons l'impression que les 3 États membres de l'AES font tout pour redéfinir un cadre politique dans cette zone où la démocratie sera sacrifiée sur l'autel des intérêts individuels, des intérêts d'une catégorie de population incarnée essentiellement par les militaires et ceux qui aujourd'hui bénéficient de la grâce des militaires, notamment certaines organisations de la société civile et certains citoyens qui, en réalité, par rapport à leurs intérêts personnels, essayent de sacrifier la démocratie et essayent de remettre en cause l'intérêt général. Et donc, ce que nous voyons aujourd'hui est une grande préoccupation. Sans les partis politiques, il va de soi que l'on ne pourrait pas espérer que demain, le pouvoir politique soit remis en jeu à travers des élections. Ibrahim Khan, Mamani Nassiré, ministre en charge des réformes politiques, a expliqué donc lors d'une sortie cette semaine pour dire que à l'issue de cette dissolution, il y a un changement profond qui sera apporté aux landerneaux politiques maliens pour que les politiques soient réellement au service du peuple. Parce que généralement, les autorités maliennes aujourd'hui pensent que les politiques sont vomis par la population malienne. Le ministre peut tout dire. Mais je pense que ce qui est en train de se passer actuellement au Mali, surtout la méthode adoptée pour arriver à leur fin par les militaires, doit plus qu'inquiéter. Il doit plus qu'inquiéter parce que, comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, voilà un pays qui, il y a 2 ans, s'était donné une constitution en disant que nous allons tout faire pour retourner à la légalité républicaine. On va avoir une constitution, on va organiser des élections présidentielles, législatives et locales, et on va donc civiliser le système politique dans lequel on trouve. Le fait qu'il existe une constitution, que cette constitution pose des règles très claires sur comment doit fonctionner le pays, sur comment doivent fonctionner les institutions du pays, et qu'on aille utiliser toujours, j'oubliais de dire, le président de la République a été installé dans ses fonctions sur la base de cette constitution-là de 2023.
Maintenant, qu'on continue de manipuler cette fameuse assemblée qui n'a aucune légitimité, sinon la légitimité des militaires, pour faire dire à cette assemblée ce que les militaires veulent. Alors qu'il y a une constitution qui dit clairement que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, qui dit clairement que les organisations de la société civile participent à la formation de l'opinion publique. Lisez encore les articles 39 et 40 de cette constitution. Alors, qu'est-ce que font les militaires? Ils décident, on fait table rase sur ce que le pays a de partis politiques, et deuxièmement, toute voix dissonante est éteinte. Vous savez que lorsque le décret a été pris, quelques heures après la prise du décret, on a commencé à aller, bon, je dirais même pas arrêter, mais à enlever toutes les voix dissonantes de la société malienne qui s'étaient prononcées ouvertement contre le truc. C'est une décision pratiquement commune prise par les États membres de l'AES. Et depuis que cette mesure-là a été prise, on n'a entendu aucune voix officielle dissonante, et en Afrique de l'Ouest et au niveau de l'Union africaine. C'est à se demander, mais à quoi servent les normes que l'Union africaine s'est données pour que l'Afrique progresse dans l'état de droit, pour que l'Afrique progresse dans le respect des droits de l'homme et des peuples. Actuellement, la CEDEAO fait des pieds et des mains pour retenir les 3 pays. Est-ce que vous imaginez une CEDEAO comme celle-là réagir à ce qui se passe? Mais Moumouni, ce sont des valeurs que nous partageons. L'Union africaine même appelle ça les valeurs partagées de l'Union africaine. C'est les valeurs que nous partageons. Si on ne croit pas à ces valeurs-là, à quoi bon dire qu'on est ensemble? De mon point de vue, tous ceux qui sont vraiment, qui pensent que c'est grâce à la démocratie, c'est grâce à l'état de droit que l'Afrique de l'Ouest peut prospérer, ils doivent élever la voix, ils doivent dire non à ce qui est en train de se faire dans ces pays-là. Les disparitions de personnes, on a vu en Amérique latine comment ça a abouti. Une fois qu'on revient à la normale, tous ces militaires-là devront répondre de leurs actes. Je suis persuadé que ça va se faire. Donc, il y a, de mon point de vue, un besoin non seulement de refuser que le fait accompli par les militaires, mais il y a également un besoin de cette société civile des autres pays de se mobiliser pour dénoncer ce qui est fait et peut-être pousser leurs autorités aussi à commencer à agir. Paul Amegampo, parlant du rôle de la société civile aujourd'hui, cette même société civile ouest-africaine, elle fait face à ses propres contradictions. Ce que l'on pense à Lomé n'est pas forcément accepté à Bamako, à Niamey ou au Burkina Faso. Comment donc parvenir à faire de l'impact comme Ibrahima Kane est en train de le suggérer? Oui, évidemment. Actuellement, il y a un conflit entre plusieurs courants de pensée, notamment les panafricanistes qui pensent que le système dit impérialiste constitue une menace pour les sociétés africaines, surtout dans la zone sahélienne, et le courant donc progressiste et démocratique qui pense que rien ne pourrait remettre en cause la souveraineté des peuples et surtout les libertés fondamentales, les libertés politiques associatives. Et nous faisons partie donc de ce second courant qui considère que la démocratie serait la solution donc aux problèmes dont font face ces différents pays. Parce qu'aujourd'hui, tel que M. Kane vient de le dire, la junte n'a pas réussi à régler les différents problèmes du Mali, du Niger ou du Burkina Faso. Or, lorsqu'il y a un système démocratique, il y a une possibilité d'avoir une mobilisation nationale, d'avoir une solidarité et une union sacrée pour faire face à ces différents défis.
les différents groupes qui sont aujourd'hui persécutés, les groupes politiques, mais également les groupes civiques, sont le reflet de la pluralité de la société ou des sociétés dans ces pays. Et donc, ce que la société civile fait actuellement, c'est d'aborder le sujet dans une approche pédagogique. Il va falloir de plus en plus communiquer, de plus en plus mobiliser, de plus en plus déconstruire ce courant ou cette vague sur lesquelles flottent aujourd'hui les différentes juntes. Nous parlons de désinformation et de la mésinformation qui constitue aujourd'hui un défi majeur pour nous. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'intoxication informationnelle dans la sous-région et en Afrique en général, faisant l'apologie des différentes juntes militaires, contrairement à la réalité du terrain. Et donc, notre responsabilité, c'est de prouver à l'opinion publique, à nos confrères, consoeurs, nos concitoyens, concitoyennes, que la démocratie est la seule voie salutaire pour régler ces problèmes et créer les conditions de cohésion sociale et du vivre ensemble face aux défis sécuritaires et aux défis de développement, face même à l'enjeu de l'impérialisme dont nous parlons, parce que c'est important de souligner que c'est le sentiment anti-français essentiellement et anti-occident qui a cimenté la mobilisation de la jeunesse dans ces différents pays derrière les juntes. Or, aujourd'hui, ces différents pays sont en dehors des réalités de gouvernance de ces pays, mais les choses ne changent pas. Et les juntes eux-mêmes ont leur mouvement et les ailes marchandes des jeunes qui font tous les jours leur apologie. Il est donc important que nous, les organisations de la société civile et organisations de défense des droits de l'homme, que nous continuions à créer et à multiplier des tribunes pour communiquer. C'est pour cela que, par exemple, votre média est un créneau important pour véhiculer la bonne information et montrer que les différents antagonismes que nous avons dans nos pays nous obligent donc à passer par la case de la démocratie où nos dirigeants seront effectivement les représentants choisis par nos peuples dans leur diversité et que les tenants du pouvoir doivent être redevables. Armando Lona, les partis politiques, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, se sentent orphelins. Au Mali, les partis politiques se sont résolus à saisir la justice. Dans le même temps, vous avez des États qui continuent à faire des partenariats avec ces trois États du Sahel central de l'AES. Est-ce que, comme Ibrahima Kane le disait tout à l'heure, les autres pays, au nom de la démocratie, au nom des droits humains, devraient envisager des actions vis-à-vis de ces régimes-là qui mettent en veilleuse la démocratie? Oui, il a raison, tout à fait. Hein. Il y a une complicité qui inquiète beaucoup. C'est pour cela je fais partie de ceux qui croient qu'il faut que les organisations de la société civile, les mouvements sociaux de l'Afrique de l'Ouest prennent cette question de dissolution des partis politiques comme une question de l'Afrique. Hein? On ne doit pas laisser ces problèmes juste aux partis politiques parce que les partis politiques sont membres de la société, ce sont des citoyens. Donc, deuxièmement, je pense qu'il faut déconstruire cette narrative qui consiste à croire que la liberté, la démocratie sont des inventions de l'Occident. Ce n'est pas vrai. Quand on va revisiter l'histoire, on va voir que la genèse de ces systèmes-là se trouve dans les sociétés africaines. Beaucoup de sociétés africaines sont, dès le début, des sociétés démocratiques. Voilà, donc il faut déconstruire, il faut utiliser la communication aujourd'hui, les réseaux sociaux pour déconstruire
ces narratifs que servent l'intérêt de certaines personnes, voilà, que croient qu'ils sont de côté de la révolution. Deuxièmement, je pense que combattre l'impérialisme, que nous croyons aussi que y a des ne doit pas se faire dans l'exclusion, ne doit pas se faire dans les aventures de mettre en cause ce que sont la croyance profonde de nos peuples. Nos peuples croient, il y a des études qui montrent ça, clairement que nos peuples, malgré tous les problèmes, continuent de croire en démocratie comme le système jusqu'à présent. Quand on veut remettre, comme le disait tout à l'heure Ibrahima Kane, quand on veut remettre en cause, après avoir approuvé une constitution par la voie référendaire, on est là en train de combattre nos propres peuples. J'ai fait référence au Mali, j'ai fait référence au Niger. Voilà, je disais aussi tout à l'heure qu'il faudrait pas, il faut faire très attention, c'est un autre narratif, de croire que quand on emploie ces discours anti-impérialistes, que nous sommes des révolutionnaires. Il faut faire très attention par rapport à ça. Et penser aussi que quand on défend la démocratie, la volonté populaire, la liberté, nous ne sommes pas en train de défendre la révolution que conduirait le peuple africain vers la souveraineté. Ibrahima Kane, vous disiez tout à l'heure que les autres États peuvent réagir en prenant certaines mesures qui seraient préjudiciables à ces États du Sahel central, mais il y a quand même la réelle politique et aujourd'hui la recherche de ressources par bon nombre d'États fait que ces mesures sont presque impossibles à prendre et à appliquer. Quand on prend l'exemple du Sénégal, pas plus tard qu'il y a quelques jours, vous avez un député, Guy Marius Sagna, qui a dit haut et fort qu'il soutenait le capitaine Ibrahim Traoré. Et actuellement, vous avez Ousmane Sonko, le premier ministre sénégalais, qui est en visite au Burkina. Les relations bilatérales seront renforcées. Oui, mais c'est là où le problème devient très sérieux. Parce que vous avez parlé de ces deux hommes politiques sénégalais. Mais en même temps, ces deux hommes politiques sénégalais défendent tous les jours au Sénégal l'idée que la démocratie est le seul système qu'il faut protéger. L'idée que c'est grâce à la démocratie que le Sénégal est ce qu'il est aujourd'hui. L'idée que la personne humaine est sacrée, qu'il faut tout faire pour la protéger. L'idée que un système politique, quel qu'il soit, il doit être basé sur le consensus, il doit être basé sur la volonté de tous les acteurs de tout mettre en œuvre pour que la situation de l'État s'améliore quotidiennement. Donc, ils ne peuvent pas, en allant dans ces pays-là, aller dire autre chose que ce qu'ils disent à leurs propres citoyens. Parce qu'en ce moment, ils seraient même en déphasage avec les principes qu'ils défendent. On ne peut pas dire vérité en deçà du fleuve Sénégal et erreur au-delà. Non, on doit faire, et c'est des gens qui se réclament comme étant des panafricanistes, qui réclament que c'est sur le continent qu'on doit travailler pour que la démocratie triomphe. Donc, ils ne peuvent pas agir de cette sorte-là. Moi, vous savez, il est important, chaque fois que des situations de cette nature-là arrivent, que les gens rappellent les principes. Que les gens, parce que, souvenez-vous, lorsque... Vous pensez que Ousmane Sonko peut rappeler ces principes-là en face d'Ibrahim Traoré? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas lui dire que la démocratie... Quand il a été au Mali, il y a 1 an, il avait répété devant le Premier ministre que oui, lui, il respectait un certain nombre de choses. Il l'avait dit ouvertement. Et les télévisions... Et d'ailleurs, au sortir de cette réunion, il y avait même des journalistes qui l'avaient attaqué parce qu'il n'était pas allé dans le sens de ces dirigeants-là. Et pourtant, ça n'a pas changé la nature de nos relations. Je pense que quand on défend des principes, on doit accepter de défendre des principes en tout lieu et en toutes circonstances. Et ça, pour moi, c'est ça qui fait le démocrate. Vous savez, il y a beaucoup de dirigeants africains pour lesquels je n'avais pas beaucoup de sympathie, mais
ils étaient agrippés à leurs principes. Ils défendaient leurs principes. Je me souviens encore, j'étais très jeune à l'époque, mais ça avait marqué mon esprit. Quand Sékou Touré est mort, Senghor a dit oui, il a été un héros de l'indépendance, mais on ne peut pas oublier tous les millions de personnes qui sont mortes ou qui ont quitté le pays à cause de lui. Ça veut dire qu'au moins, ce personnage, il défend un certain nombre de principes. Ce n'est pas une affaire de cœur, c'est une affaire de valeurs auxquelles on croit. On croit aux valeurs d'humanité, on croit aux valeurs de respect de la vie humaine, on croit au respect de la dignité humaine. Ça, si ces valeurs-là, on les perd, mais on perd pratiquement l'essentiel qui fait notre vivre en commun. Ça, c'est vraiment des choses importantes, à mon avis, Moumouni, et nous devons rappeler ça quotidiennement à nos dirigeants et nous devons interpeller nos dirigeants pour qu'ils se prononcent sur ces questions-là. Nous arrivons au terme de cette deuxième partie de l'Ordre des citoyens, exclusivement consacrée donc à ce que pensent des acteurs régionaux sur le plan ouest africain de la dissolution des partis politiques au Mali. Le Mali qui n'a plus de partis politiques, un peu comme au Burkina Faso et au Niger. J'étais avec Ibrahima Kane, expert des questions politiques et de gouvernance sur le continent. Et j'étais également avec Armando Lona qui un confrère bissau-guinéen et analyste politique. Paul Amegampo était avec nous également. Il est à la tête de l'Institut Tamberma, spécialisé sur les questions de gouvernance et de démocratie. Merci à vous, chers invités. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Merci et bonne journée. Merci beaucoup. Merci. L'heure des citoyens, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission spéciale consacrée au Mali. Dans la première partie, je rappelle que je recevais Ismaël Sako, opposant à la transition et exilé politique, Tiambel Gimbayara, directeur de publication de La Voix du Mali, et Fousseni Ouattara, qui est donc vice-président de la commission défense du Parlement de transition au Mali. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous. Gardez la forme. Au revoir.